Bonsoir et merci d'être venu assister à cette conférence. Frédéric Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste de la Première Guerre mondiale et au-delà d'histoire militaire envisagée au sens large, politique, sociale, culturelle et anthropologique. Alors, à partir de 2006, vous dirigez successivement le laboratoire de l'ESID, État, Société, Idéologie, Défense, puis CRISE, le Centre de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, et actuellement, vous dirigez la Maison des sciences de l'homme de Montpellier. Vous êtes également membre du CRID 14-18, collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre de 1914-1918. Alors, vous soutenez en 1985 une thèse intitulée « Service militaire au XIXe siècle, de la résistance à l'obéissance. Un siècle d'apprentissage de la patrie dans le département de l'Hérault ». Et depuis, vos travaux portent sur les relations de l'homme et du citoyen avec l'armée et avec les institutions militaires. Ils portent également sur le comportement de l'homme en guerre et de l'homme dans la guerre. Alors, votre thèse est publiée en 1998, à un moment où l'historiographie de la Première Guerre mondiale se renouvelle profondément, ambitionnant de replacer au centre de son histoire ses acteurs, à savoir les soldats et leur vécu, leurs expériences de guerre. Dans ce champ historiographique, vous êtes au cœur d'une controverse qui se déploie autour des concepts, entre autres, de brutalisation des sociétés, de seuil de violence et de culture de guerre, surtout. C'est dans La guerre censurée, une histoire des combattants européens de 14-18, publiée au Seuil en 1999, que vous développez votre réflexion fondée sur un vaste corpus de témoignages des combattants des principaux pays belligérants. Vous y revenez ensuite dans la préface d'une nouvelle édition de ce texte, publiée toujours au Seuil en 2003, préface intitulée 14-18, continuons le débat. Une troisième édition de ce texte paraît récemment en 2014 dans la collection Point Histoire, assortie cette fois d'une postface. Parmi vos nombreux travaux, dont il est difficile de dresser une liste complète ici, on peut citer entre autres 14-18, le cri d'une génération, écrit avec Rémi Casal, publié aux éditions Privat en 2001, suivi de l'ouvrage consacré au témoignage de Jean Norton Crue, le procès des témoins de la Grande Guerre, l'affaire Norton Crue, paru au Seuil en 2003. Et en 2006, c'est La Grande Guerre en tant qu'expérience sociale qui est publié chez Ellipse. Enfin, vous êtes aussi également l'auteur d'un ouvrage consacré à L'enfant juif de Varsovie, histoire d'une photographie, paru au Seuil en 2009. Alors, l'une des questions au centre de vos recherches interroge le comportement des soldats lors de la Grande Guerre. Comment ont-ils trouvé la force de tenir 50 mois dans de telles conditions ? Derrière la question des motivations et du moral de ces soldats, vous soulevez des enjeux bien plus vastes relatifs aux questions du devoir du citoyen envers la nation et envers l'État. Vous interrogez donc les notions d'obéissance et de consentement et vous affirmez qu'elles ne peuvent être étudiées sans faire l'économie des sciences sociales et politiques. C'est dans cette perspective que vous abordez la question du patriotisme. Vous tentez de mesurer sa part dans le rapport des soldats à la guerre et à leur entrée en guerre, afin de cerner leur vécu, leur morale, leur ressenti face à la souffrance engagée par la Grande Guerre, qui invite aussi à scruter le sens et la valeur des silences, des abstentions, des gestes retenus, des larmes ravalées, comme vous l'écrivez dans la préface de La guerre censurée. Une de vos récentes communications, dans l'ouvrage collectif La Grande Guerre des sciences sociales, paru en 2014 chez Athéna, rend compte de votre point de vue. Vous y posez la question « Obéir égale consentir ?» point d'interrogation. Et vous ajoutez « Hier comme aujourd'hui, questionner le oui et le non.
Je vous laisse donc la parole pour nous éclairer sur la question qui est le sujet de cette conférence. Alors, oui ou non, suffit-il d'être patriote pour partir à la guerre en 1914 ? Alors, la réponse est non. Bon, merci Magali. Alors effectivement, l'histoire de la Grande Guerre fait controverse depuis, pour tout dire, une vingtaine d'années en France, de façon très intense. Un courant que je qualifierais de dominant parce qu'il est très puissant au plan académique, au plan médiatique, au plan éditorial, au plan commémoratif. Ce courant dominant a développé une thèse depuis une vingtaine d'années qui consiste à nous dire que notamment les Français, mais aussi l'ensemble des sociétés qui ont été plongées dans la guerre, l'ont fait par consentement, et ce consentement est lui-même qualifié de patriotique. C'est par patriotisme que les peuples, par sentiment national, plus ou moins échevelé, que les peuples se sont jetés les uns sur les autres en 14-18. Alors je souhaite revenir sur cette question en la posant de cette manière-là, de façon un petit peu provocatrice. Suffit-il d'être patriote pour partir à la guerre? Et puis on pourrait ajouter et y rester. Est-ce qu'il suffit d'être patriote pour rester à la guerre? C'est pour certains sans doute une question un peu saugrenue, peut-être même une question non avenue, tant la thèse dominante du consentement patriotique s'est imposée dans notre environnement. Avant de développer ma propre hypothèse, je rappellerai simplement que la notion de consentement, me semble-t-il, exige une capacité donnée à chacun de délibérer en son fort intérieur, c'est-à-dire de se faire soi-même son opinion. Et ça suppose également, je pense, en tout cas c'est le sens que donne le dictionnaire au mot consentement en français, ça suppose une liberté de choix, c'est-à-dire la liberté de décider oui ou non. Ceci dit, le consentement patriotique, on peut le trouver, il y en a eu, c'est indéniable. Est-ce que pour autant, ce patriotisme, ce consentement explique pourquoi des millions d'Européens, pour commencer, et d'autres encore, se sont lancés dans cette guerre? Ce que nous savons avec assez d'assurance aujourd'hui, c'est que dans certains milieux sociaux particulièrement, ceux qu'on peut appeler les dominants, c'est-à-dire les gens de fortune, les gens de savoir, les gens de pouvoir, effectivement, on trouve des marques de consentement, notamment au début de la guerre. Pour autant, après, quand on peut les suivre lors de leur carrière militaire, on s'aperçoit que un certain nombre, quand même, changent d'avis parce que vivre sous les obus, voir ses copains déchiquetés ou voir même soi-même perdre une jambe ou un bras, ça calme un petit peu l'enthousiasme du début. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir si ce consentement des dominants se retrouve avec la même intensité chez les gens ordinaires, chez les gens qui ont été mobilisés, les classes populaires, et notamment les paysans qui forment la masse de manœuvres des armées à cette époque-là. Dans les tranchées, c'était essentiellement des paysans. Et donc il s'agit de se demander si on retrouve chez les gens ordinaires ce consentement. Pour répondre donc à cette question, qui nous travaille donc, vous voyez, depuis un petit moment. J'ai fait ma thèse sur la désobéissance militaire au XIXe siècle. Il était déjà question de fabrication du sentiment national. Et j'étais arrivé avec l'idée que finalement, en 1914, oui, l'État avait fait son travail de nationalisation des esprits et des corps, et que tout cela avait facilité la mobilisation. Je reste d'accord avec ce que j'écrivais donc à cette époque-là, ça remonte maintenant à 30 ans, comme quoi je suis un peu lent pour changer de sujet, mais aujourd'hui j'essaye de répondre à ma question concernant le patriotisme en mobilisant, c'est le cas de le dire, des outils conceptuels et des questionnements qui proviennent des sciences sociales, en particulier de la sociologie et de la science politique.
Clairement, si l'on s'en tient aux résultats des mobilisations, on peut affirmer, il n'y a pas de contestation possible, partout, les mobilisations furent un grand succès. Maintenant, comment interpréter ce départ? Ce grand succès permet-il de déduire l'intensité du sentiment patriotique des Français, des Allemands, mais aussi des Russes, le sentiment patriotique des Moudjiks, celui des Italiens, rentrés en guerre un petit peu plus tard? Est-ce que ces succès, partout, aussi bien en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qu'en Russie, qu'en Italie plus tard, qu'aux États-Unis, partout les mobilisations réussissent, partout les États parviennent à former leur bataillon? Est-ce que cela suffit à accréditer la thèse du consentement patriotique? C'est ce que je vais observer maintenant. En posant d'emblée une autre question qui va servir un petit peu qui sera en filigrane de mon exposé, est-ce que l'historien, est-ce que le chercheur en sciences sociales peut déduire de l'observation du succès des mobilisations les motivations profondes des acteurs? Est-ce que le fait de voir sur des photographies des masses d'hommes, des masses de population se rendre aux gares avec des drapeaux, des fanfares, des équipements militaires, est-ce que cela permet de déduire d'emblée que les gens étaient animés uniquement, essentiellement, par le patriotisme? Voilà donc la question. Et donc je vais faire une proposition qui consiste à vous demander de considérer la séquence de la mobilisation et du départ comme une scène sociale et la mobilisation elle-même comme un fait social, et pas simplement un fait politique ou un fait militaire. C'est évidemment un fait militaire et un fait politique, mais je pense que c'est aussi un fait social. Et donc il s'agit de porter une attention particulière aux interactions présentes et agissantes sur cette scène sociale représentée par cette séquence de la mobilisation. De fait, nous avons une multitude d'indices qui permettent d'attester que cette scène sociale ne saurait se réduire, même en août 14, au moment de cette grande émotion que représente la déclaration de guerre, la mobilisation, le tocsin, etc. Cette scène sociale ne peut pas être réduite au simple rapport que chaque citoyen et chaque citoyenne serait supposé entretenir à titre individuel, personnel, à sa patrie, hors de tout contexte et hors de tout ancrage social et culturel. Je précise aussi en préambule que je ne conteste pas l'existence du sentiment patriotique. C'est une comment dirais-je, une dénonciation qui est fréquente à mon égard. Je crois au patriotisme, je crois au sentiment national. Mais je pense qu'il est très difficile pour le chercheur de pouvoir en mesurer l'intensité. Je vous mets au défi d'ailleurs de mesurer, de me dire à quel point vous avez vous-même un attachement à la patrie, de la même façon qu'il est extrêmement difficile de mesurer le sentiment religieux, le sentiment amoureux. Est-ce que vous avez le patriotimètre dans votre poche pour mesurer le patriotisme des Français d'août 1914? En France, on a la chance d'avoir un professeur qui possède cet outil, c'est Jean-Jacques Becker, à qui je fais un peu de pub tout de même. C'est un des co-auteurs de la thèse du consentement patriotique. Je rappelle ça pour les étudiants qui seront interrogés bientôt. Donc le patriotisme des acteurs n'est pas en cause, ni même en doute. Simplement, je pense que la réussite des mobilisations peut aussi être considérée autrement que
comme la simple somme des réflexes et sentiments individuels de millions d'hommes. Et en fait, les réponses apportées au décret de mobilisation, mobilisation générale, relèvent surtout, à mon sens, de manières sociales d'agir et de penser. Et ce sont ces manières sociales d'agir et de penser qu'il faut essayer de débusquer et d'analyser. Comment pouvons-nous faire cette enquête? Eh bien, notamment en recourant au corpus de témoignages que nous ont livrés un grand nombre de combattants de la Grande Guerre. Vous savez que ce corpus, d'ailleurs, ne cesse d'enfler. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, le centenaire est une aubaine, puisque beaucoup de documents nouveaux sont apparus. De fait, les témoignages des acteurs sont indispensables pour cette enquête. Mais en gardant tout de même bien à l'esprit qu'aucun témoin n'est a priori supposé représentatif de l'ensemble du groupe qu'on pourrait appeler les soldats, les combattants, les Français, les gens de l'époque, etc. En conséquence, chaque extrait que l'on peut mobiliser dans les ouvrages de témoignages, chaque citation n'a d'autre ambition que de souligner et de restituer, en tout cas d'essayer d'approcher la variété, la complexité surtout des situations qu'ont croisées, auxquelles ont dû faire face ces millions de personnes en août 1914. Alors que se passe-t-il quand sonne l'heure, c'est-à-dire quand on entend le tocsin dans les campagnes, quand on entend le tambour sur les places des villes, quand on voit les grandes affiches blanches avec les drapeaux croisés, mobilisation générale, être affichée à toute vitesse un après-midi, eh bien, je crois que dans une assez large mesure, la mobilisation pour la guerre, en tout cas pour la guerre de 14, peut être appréhendée comme un spectacle public et même un spectacle de rue. Ça se passe dehors, au sens théâtral du terme, précisément, où les rôles ont été distribués, y compris d'ailleurs aux spectateurs, ceux qui vont regarder les autres partir, et l'annonce de la mobilisation elle-même équivaut d'une certaine manière à la levée d'un rideau sur un inconnu de la plupart qu'est la guerre. Mais la démarche menant, ou la marche même, la démarche et la marche menant à cet inconnu qu'est la guerre, est quant à elle parfaitement balisée, canalisée. Après avoir été soigneusement planifié par les états-majors, le mouvement d'ensemble est savamment orchestré, encadré par les services de l'État, encadré également par tous ces relais locaux, et il y en a des nombreux. Peu après l'annonce de la mobilisation, chaque homme mobilisé reçoit sa feuille de route individuelle. Il sait précisément quand, il sait précisément où il doit rejoindre son régiment. Ne serait-ce que ce papier officiel que chacun possède dans son carnet militaire indique la route à chacun et trace la ligne de conduite de chacun. Alors, très certainement, l'annonce n'est pas partout ressentie de la même façon, en ce sens qu'elle prend généralement un peu moins au dépourvu les citadins que les ruraux. Les premiers, les citadins, lisent davantage la presse. Ils suivent de plus près l'évolution de la situation internationale. Ils ont pu, durant les 2 dernières semaines de juillet, décoder un certain nombre de signes avant-coureurs de la mobilisation. Et puis il y a beaucoup de garnisons dans les villes. Dans les villes de garnison, on voit que les régiments d'actifs ont commencé, dès les derniers jours de juillet, à se préparer, et même certains ont commencé leur mouvement pour se concentrer sur les frontières. Mais il y a d'autres indices précurseurs
comme ceux relevés par des civils à la même époque. Par exemple, dans la région de Reims et de Châlons en Champagne aujourd'hui, eh bien, un jeune cagneux, un jeune étudiant écrit ceci: « Les ménagères inquiètes qui ont peur de manquer et qui s'approvisionnent. Obligation pour la mairie de limiter à 1 kg l'achat de pain. Banques assiégées par leurs clients. » Voilà, quand les grandes surfaces et les banques sont assiégées par leurs clients, c'est que ça sent pas très bon. À Montcornet et Laon, dans l'Aisne, on relève des indices similaires, tout aussi inquiétants. Ici, c'est un quincaillier, 37 ans, Henri Romani, qui relève ceci. Je cite: « Les petites banques ne paient plus, on trouve difficilement de la monnaie. 1er août, je vais à Laon, échanger à la Banque de France des billets de 100 francs contre du papier-monnaie, 5, 10 et 20 francs. La banque est gardée par la gendarmerie. Je suis de retour à Montcornet à 5 heures, le tocsin a sonné vers 4 heures de l'après-midi, la mobilisation est annoncée, l'impression dans le pays est grande, tout le monde pleure. » Pour les hommes qui sont en train d'accomplir leur service militaire, l'annonce de la mobilisation générale survient par paliers, en ce sens que depuis les dernières semaines du mois de juillet, ils ont noté, et on retrouve ça dans leur correspondance et leur carnet, ils ont trouvé qu'on mettait une ardeur un petit peu inhabituelle aux manœuvres, et notamment aux exercices de tir. Jusque-là, il fallait économiser les munitions au champ de tir. Et puis dans les derniers jours de juillet, là, il n'y a plus de restrictions, il faut s'entraîner à tout prix, on tire comme des fous. Ça les étonne un petit peu, et ça accrédite chez eux l'idée que la situation internationale est en train de se tendre inéluctablement. Ce qui est intéressant aussi à relever dans les témoignages, c'est qu'il n'y a pas de place pour le « je », J-E, ou le « moi ». Dans toutes les notes qui rapportent ce moment si exceptionnel, une mobilisation générale, chez tous, on remarque que c'est le nous, le collectif de l'événement qui frappe tout le monde, qui s'impose dans les récits. Maintenant, plus encore qu'en ville, on peut dire qu'à la campagne, la mobilisation a fait littéralement irruption, pour ne pas dire éruption, dans la vie des gens de la campagne. Dans les fermes, les gens sont surpris, ils sont surpris dans les champs, ils sont surpris dans les bois. Il faut se rappeler qu'on est au mois d'août, c'est les grands travaux de l'été, on fait des très grandes journées, on ne s'occupe pas d'aller lire les journaux à ce moment-là. Et donc tout le monde est un peu saisi au cœur et au corps et plus encore aux oreilles par le son du tocsin qui annonce, comme toujours à la campagne, une mauvaise nouvelle. Dans un premier temps, on pense qu'il y a un incendie, on court vite au village, on commence à sortir la pompe à incendie, on prend des seaux, on commence à faire la chaîne, mais on cherche où il faut aller parce qu'on ne voit pas de fumée, et petit à petit, on prend conscience de ce qui se passe. Et puis, il y a les roulements de tambour du garde champêtre qui représentent les autorités. Ils occupent les places publiques, ils rameutent tout le monde, et tout le monde, effectivement, rapplique sur les places publiques qui sont les lieux de la vie sociale et de la vie civique. Tout le monde arrive sur les places, devant les mairies, devant les écoles, c'est-à-dire là où sont placardées précisément ces fameuses affiches blanches qui font peur. Les attroupements se forment, c'est là où les premiers échos de voix apparaissent, où les rumeurs également commencent à courir. Ce qui me semble important à noter dans ce moment où les gens apprennent la nouvelle, où ils prennent la nouvelle même en pleine tête, eh bien c'est que les gens en prennent connaissance ensemble, avec les autres, tous ensemble.
tout cas avec la plupart des autres. Je crois que c'est un fait essentiel. L'annonce de la mobilisation de 1914 est un fait éminemment public, comme une vague immense. Cette annonce submerge les individus. Ils sont immédiatement engloutis dans le collectif, dans la communauté. Et il est bien difficile à ce moment-là de s'extraire de ce climat, de cet environnement. Et ce monde donc qui est submergé va se réorganiser en fonction de l'annonce, une annonce exceptionnelle, et on va voir se mobiliser les attitudes, les réflexes, intériorisés de longue date, les comportements appris, les normes. On obéit aux ordres, aux injonctions des autorités, parce qu'elles sont reconnues comme des autorités. Maintenant, il y a un deuxième élément qui me semble également important à prendre en compte. Dans de nombreux témoignages, l'annonce est un fait public, mais c'est un fait aussi collectif. Instantanément, l'annonce est un fait collectif, le nous s'impose à l'un, il emporte tout, l'individu littéralement est englouti par ce collectif. Et dès lors, puisqu'on se pose la question du possible consentement, il reste bien peu de latitude à chaque individu pour former une appréciation personnelle, pour apporter une réponse autonome, singulière, consciente et éventuellement déviante. Penser la déviance lorsqu'il y a une mobilisation générale, c'est quand même pas donné à tout le monde. Du reste, le vocabulaire généralement employé pour décrire cette période traduit assez bien l'effacement de l'individu et comme son aspiration par un phénomène social d'une ampleur tout à fait exceptionnelle, tout à fait hors du commun. Petite citation, là aussi, c'est par une belle fin d'après-midi que j'ai entendu la petite cloche de la cathédrale. C'est un jeune médecin, Louis Maufray, qui parle. Il est mobilisé dans l'heure. Elle tintait à un rythme inhabituel, précipité. Tout le monde s'est arrêté comme pétrifié. On avait compris. Et ça, c'est récurrent. Cette image de la communauté qui est prise dans son entièreté, c'est quelque chose qui revient en permanence dans les témoignages. Dans la Beauce, au sud de Paris, le paysan Grenadou, dont on avait publié le témoignage il y a bien longtemps, eh bien, il se souvient, les Beaucerons étaient en pleine moisson quand ils ont entendu les sons mêlés du tocsin, de la trompette, du tambour. Et là aussi, le cours des choses ordinaires est suspendu brutalement. L'annonce déclenche, comme partout ailleurs, un vaste mouvement collectif, une seule et même réponse unanime. Je le cite, « Le monde, ils ont laissé leurs faucheuses. Les charretiers ont ramené leurs chevaux. » Je me demande pourquoi je ne mets pas mes lunettes, ça irait beaucoup mieux. Le monde, ils ont laissé leurs faucheuses, les charretiers ont ramené leurs chevaux. Tout ça arrivait à bride abattue, tout ça venait de la terre, tout le monde arrivait devant la mairie, un attroupement, ils avaient tout laissé. En pleine moisson, tout est resté là. Et on pourrait, à l'envi, multiplier ce type de témoignages qui, pour ce moment unique de la guerre, eh bien, globalement, présentent le même type de format. En fait, partout, et quel que soit son mode, l'annonce de la mobilisation générale arrête tout, bouleverse tout, emporte tout. Et d'ailleurs, on voit dans certains témoignages l'image de la fourmilière qui revient, comme si l'annonce avait bouleversé la fourmilière humaine, et ensuite, eh bien, on a une déstabilisation de l'ordre ordinaire des choses. Il faut se souvenir que
en moins de 2 semaines, plus de 2 500 000 hommes, réservistes, territoriaux, quittent leur ville, leur village, leur métier, leur famille, leurs enfants, leurs études, et ils rejoignent leur régiment. 2 500 000 hommes en moins de 15 jours. Bon, déjà, on pourrait applaudir parce que c'est un véritable exploit logistique qu'on ne saurait peut-être pas réitérer aujourd'hui. Bon, j'ai des doutes. Quand je vois comment fonctionne le TER, je me dis que il faudra qu'on organise un covoiturage pour rejoindre Alès. Enfin, moi, j'habite les Cévennes, ça explique cela. Bon. Mais attention, tout de même, bon, la nouvelle déstabilise l'ordre des choses, mais la déstabilisation ne dure pas très longtemps parce que la déstabilisation, d'abord, ce n'est pas forcément le désordre, c'est simplement le changement d'ordre. Très vite, l'annonce elle-même va générer une nouvelle organisation et un nouvel ordre. Partout, pour tous, on peut dire que l'annonce de la mobilisation marque l'avènement de temps nouveaux. Alors bien sûr, au moment où l'annonce éclate, c'est sans doute pas évident pour les gens de s'imaginer qu'est-ce qui va suivre. C'est même impossible. Mais en tout cas, ça déclenche en chaîne des comportements individuels et collectifs qui sont généralement conformes à ceux attendus par les autorités, par les institutions, qui ont en partie lié avec l'événement, la guerre, de par leurs fonctions, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de ses agents civils. Je veux parler notamment des instituteurs qui ont joué un très grand rôle au moment de la mobilisation. Leur rôle ne s'est pas cantonné à bien instruire les têtes blondes pendant des années et les appeler à aimer leur patrie et à vouloir libérer Strasbourg. Les instituteurs, au moment de la libération, ont joué un rôle clé de la même façon que les gendarmes, par exemple, ou même les prêtres. Beaucoup de prêtres également ont harangué la population pour les faire entrer dans le devoir. Bien sûr, il y a aussi des gens, les militaires, les garnisons qui sont présentes dans toutes les villes. Tout cela, bien sûr, joue dans le sens de l'obéissance, de la même façon que toutes les autorités locales, les municipalités, les conseils généraux, etc. Tous ces gens participent, encadrent ce moment de la mobilisation. Mais tout ceci, on a souvent attiré l'attention là-dessus. On sait très bien qu'au moment de la mobilisation, l'État a joué de tous ses ressorts, de tous ses relais. Mais il y a d'autres ressorts, à mon sens, qu'on sous-estime et qui mériteraient peut-être un autre éclairage. Je crois qu'il faut, par exemple, inclure à cette liste de cadres qui ont joué dans le sens de l'obéissance aux normes et dans le sens du départ, je crois qu'il faut inclure à cette liste la famille, les voisins, et puis toutes les connaissances. Les familles ne s'opposent pas au départ. Les familles préparent le sac, préparent le casse-croûte, on prépare vite la musette, le papa même fait quelques pas et accompagne éventuellement le rejeton jusqu'à la gare, enfin, etc. Et puis il y a autre chose également qu'on sous-estime, je crois, ce sont les effets conjoints de l'image de soi que chacun porte en lui et sur lui. Et je veux dire par là que chacun montre au monde, alors au pluriel, à tous ces mondes, à tous ces cercles de connaissances qui sont aussi des cercles de reconnaissance, je crois que tout le monde montre une face, un visage. Comme nous ce soir, nous nous montrons nos faces. Et oui. C'est parfois cruel, mais bon. Je crois qu'effectivement, confronté à cet événement hors norme,
chacun se voit irrémédiablement saisi, irrémédiablement convoqué devant le tribunal des autres. Chacun doit présenter sa face à son monde social, c'est-à-dire exposer une figure, une attitude censée traduire des sentiments, des motivations, nous y voilà, une âme, une mentalité, mais aussi une appartenance culturelle, une appartenance sociale, conforme aux normes dominantes qui régissent telle ou telle société. Alors, je pose la question de façon très basique, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de son épouse, de sa fiancée, de ses frères, de ses sœurs, de ses enfants, des autres membres de sa famille, vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des connaissances. Franchement, quelle autre face montrer que celle du courageux défenseur de la patrie? Quelle autre face montrer que celle du courageux défenseur accourant au plus vite à l'appel de la patrie en danger? Au moment où tout le monde est censé remplir son devoir, où tout le monde est convoqué pour remplir son devoir, où tout le monde s'agite, où tout le monde se met en marche, où tout le monde fait son sac, tout le monde va à la gare. Bref, tout le monde se mobilise, hommes et femmes. Comment s'extraire? Comment se distraire de ce collectif? Comment se sortir d'un tel mouvement collectif, un mouvement aussi massif? Pour le moins, cela me semble compliqué, difficile. Car si l'on veut parler en termes d'opportunité, ce que suppose d'ailleurs l'emploi de la notion de consentement, quel choix est-il véritablement proposé à chacun? À dire vrai, aucun. Comment envisager de faire le lâche quand tout le monde fait montre du courage qui sied à tout homme bien fait, bien né? Le courage qui sied aussi, qui marque le bon citoyen, le patriote. Comment envisager de faire le lâche? Je crois que c'est quand même assez difficile. C'est pourquoi, plutôt que de supposer le patriotisme de chacun comme la raison du succès de la mobilisation de tous, je suggère d'aller chercher l'explication du phénomène d'expression patriotique, car on a un phénomène d'expression patriotique, dans les formes et les modes de la socialisation de la société de l'époque. Et clairement, on constate que l'annonce de la mobilisation n'a pas appréhendé ces hommes dans un espace de solitude qui serait bien nécessaire pour délibérer, j'y vais ou j'y vais pas. Mais l'annonce de la mobilisation s'est emparée des hommes au creux d'un maillage social complexe dans lequel ils sont insérés de toute manière. Il y a encore deux autres peut-être éléments particulièrement frappants à la lecture des témoignages qui décrivent la phase, la séquence de la mobilisation et du départ. C'est tout d'abord l'extrême rapidité avec laquelle les mobilisés ont dû passer de l'annonce, j'apprends la nouvelle, au passage à l'acte, le départ. Pour certains, c'est quelques heures seulement. On est appelé en fin d'après-midi, on fait son sac, on part au petit matin. Ça ne laisse pas beaucoup de latitude. Sans compter que les Français, enfin comme les autres peuples qui rentrent en guerre, sont sous le coup de l'émotion, une émotion intense. Je
pas faire des parallèles scabreux, mais il y a peu, on a vu à quel point une émotion peut s'emparer d'une population, d'une société, et susciter un mouvement de masse qu'on a bien voulu décrire unanime, c'est une autre question, mais en tout cas, une émotion qui traverse une société, ça bouleverse les gens. Et ça laisse pas beaucoup de place, franchement, à ce qu'on peut appeler la déviance, sans y mettre de connotation morale. En tout cas, des gens qui pourraient, dans d'autres circonstances, choisir, se déterminer, prendre des chemins de traverse. Donc c'est très brutal, très violent. Quelques heures tout au plus séparent l'annonce et le départ pour les premiers qui partent. Et puis il y a un deuxième facteur qui, je trouve, n'a pas été assez souligné. Pourtant, c'est dans le nom même de la mobilisation. Il s'agit d'une mobilisation générale. C'est quand même pas souvent qu'on a affaire à une mobilisation générale. Et la mobilisation générale interpelle et va bouleverser la vie ou les vies de pratiquement toutes les familles en même temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est considérable. Il y a ceux qui sont déjà sous les drapeaux, il y a ceux qui partent quasi immédiatement. Donc ceux-là, on comprend qu'ils soient bouleversés, mais il y a aussi ceux qui vont partir dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et puis il y a ceux qui vont partir un peu plus tard encore, et ceux qui restent, mais qui ne perdent rien pour attendre en fonction de leur âge. Il y a les adolescents qui sont encore trop jeunes pour être appelés. Et puis ceux qui restent, eh bien, il y a celles qui restent, les femmes, les enfants, les hommes inaptes ou trop âgés. Mais tout le monde est concerné par la mobilisation et le départ. C'est pourquoi, comme l'a relevé mon directeur de thèse, Jules Morin, qui a travaillé sur les soldats languedociens, c'est la première grande thèse, la seule grande thèse d'État d'histoire sociale, totalement passée aux oubliettes dans l'historiographie dominante. Pourtant, on y trouve plein de choses intéressantes, et notamment cette phrase à propos de la mobilisation. Très vite, on rentre chez soi, on rend visite aux parents, aux amis. C'est la suite qui est intéressante. Les rares familles qui n'ont pas de mobilisés accourent chez le voisin. La mobilisation traverse, bouleverse l'ensemble des communautés. Et dès l'annonce, les mobilisés sont entourés des personnes qui comptent à leurs yeux et pour lesquelles ils comptent. Parents, épouses, fiancés, je l'ai dit, enfants, amis, voisins, connaissances. Chaque mobilisé est entouré par ces personnes qui ajustent en permanence leurs paroles, leurs gestes, leurs regards. Tout cela s'ajuste durant ces instants, durant cette séquence cruciale. Cette séquence, c'est aussi une séquence où on a affaire à des confrontations faciales. Le fils est sous le regard de ses parents, et inversement, etc. Et tout cela joue en interaction. C'est quelque chose que les sociologues connaissent bien. Et donc, à ces entourages familiers, bienveillants, affectueux, s'ajoute l'encadrement qui, bien sûr, au regard de l'ampleur de la mobilisation, peut paraître lâche. Mais cet encadrement est néanmoins bien présent sur les lieux stratégiques de la mobilisation, ne l'oublions pas. Ce sont les gendarmes, ce sont les gardes champêtres, les fonctionnaires, les maires, les conseillers municipaux, les élus, auxquels il faut ajouter, bien sûr, les militaires des villes de garnison. Le fait que la mobilisation ait été... Bon, je vais boire un petit coup. Excusez-moi.
J'en vois qui dorment à l'avant-dernier rang, là-bas, il faudrait se réveiller. Il y aura une interro ce soir. Moi aussi, je parle sous le regard de mes enfants. Donc après, il va y avoir un débriefing. Bon, enfin, on ne mettra pas ça sur Internet. Alors, oui, le fait que la mobilisation ait été décrétée générale renforce, à mon sens, l'intensité de l'évidence. L'annonce crée de facto un véritable état d'exception, non pas tant au sens juridique du terme, encore que bon, l'état de siège est proclamé immédiatement. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il ne sera levé que bien après la fin de la guerre, des mois et des mois après la guerre. C'est curieux, mais enfin c'est comme ça. Mais de la même manière que s'il s'agissait d'une conjoncture un petit peu d'ordre cosmique, la mobilisation générale est suffisamment rare pour que tout le monde, et notamment les plus jeunes, en prennent immédiatement l'exceptionnelle mesure. Car quoi qu'en disent les autorités à ce moment-là, pour rassurer la population, éviter le trop d'émotions, pour rassurer le bon peuple, chacun comprend bien immédiatement que la mobilisation générale, c'est la guerre. Alors, sans doute, ce caractère général réveille au plus profond de chacun un lointain passé, plus ou moins mythifié, celui des livres d'histoire, la proclamation de la patrie en danger, la levée en masse de 1793, ou alors ça rallume un petit peu, ça ravive un petit peu les récits des anciens qui ont pu être prononcés durant les veillées d'hiver ou les repas familiaux. Gambetta, son départ en ballon, je ne sais pas moi, la mobilisation générale décrétée par le gouvernement de défense nationale en 1870. Bref, le fait est là, la mobilisation générale impressionne et commande à tous. C'est le caractère général de la mobilisation qui fait l'exceptionnalité de ce moment, mais aussi son caractère quasi incontournable. Comment dès lors y échapper? À travers la mobilisation, c'est bien sûr l'agenda national qui impose son rythme, son calendrier, qui s'impose comme une rupture à laquelle on peut difficilement déroger. C'est un ordre qui ne souffre aucune discussion, aucune délibération. D'ailleurs, en bas des affiches, il y a une ligne qui prévoit que ceux qui contreviennent à l'ordre de mobilisation générale, mais enfin, il y a des articles de loi qui sont prévus en bas des affiches et qui annoncent clairement la règle du jeu. Voilà, on obéit, tout va bien, en tout cas pour un temps, et si on n'obéit pas, eh bien, ça va très mal, très vite. En d'autres termes, la mobilisation, puis la guerre, encore plus, introduisent une logique de situation particulière, c'est ce que je nomme ici l'état d'exception, entendu au sens politique et social du terme, en ce sens que cet état d'exception s'empare de l'ensemble de la population, hommes et femmes confondus, même bien sûr si leurs attitudes diffèrent généralement. Et les réponses de ces hommes et de ces femmes, que les historiens de la Vulgate 14-18, Jean-Jacques Becker et consorts, qualifient, à mon sens, très paresseusement de patriotiques, ces réponses sont avant tout des réponses sociales, mais aussi des réponses sentimentales, c'est-à-dire des réponses affectées, qui sont très largement indépendantes, finalement, des conditions qui se trouvent à l'origine de la proclamation de l'état de guerre. Et en définitive, et comme le souligne l'un de mes anciens étudiants, André Loez, qui a fait une très belle thèse sur les mutins de 1917, qu'on trouve en folio, poche, chez Gallimard, je vous fais de la pub aussi,
En fait, comme le souligne André Loez, ce que dévoile l'entrée en guerre et ce que dévoile le succès des mobilisations, sa facilité même, c'est surtout l'efficacité qu'a atteinte l'État-nation comme cadre social en 1914. Cet État-nation comme cadre social repose sur des pratiques, sur des politiques, intégration économique, maîtrise du territoire, service militaire, identification des individus, la carte d'identité, diffusion d'une langue nationale, mais aussi des modèles de comportement par la presse, par la scolarisation obligatoire. Autant de pratiques et de politiques qui sont irréductibles à un sentiment, fût-il patriotique. En fait, pour des hommes socialisés dans le cadre de l'État-nation, répondre à la mobilisation en août 14, c'est la seule conduite socialement pensable. Et j'ajouterais, c'est aussi la moins coûteuse pénalement et socialement. Le caractère soudainement dramatique et dramatisé de la situation, le sentiment d'appartenir, je parle ici pour les Français, à une nation agressée dont le territoire va bientôt être envahi, et donc dans son bon droit, tout cela sans doute parachève ce qui constitue à la fois le fond et l'encadrement de ce tableau complexe. En définitive, les hommes d'août 14 sont pressés par l'exceptionnalité de l'événement. Ils sont pressés par la loi. Ils sont pressés par la publicité de la loi. Ils sont pressés par le temps imparti pour obéir à l'injonction de la loi. Ils sont pressés par le temps imparti pour rejoindre leur régiment. Et ils sont pressés aussi, et peut-être davantage encore, par les gestes, les regards, les paroles qui les enveloppent de toutes parts et auxquelles ils doivent répondre en tant que bon fils, bon père, bon cousin, bon voisin. Ils doivent répondre de façon adéquate et conforme aux attentes. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de ce que les premiers ont obéi à l'injonction légale de se rendre en masse à leur dépôt régimentaire. Cette attitude n'est pas seulement conforme à ce qui est attendu par les autorités. Cette attitude est également conforme à l'idée qu'alors l'ensemble de leur communauté se fait des devoirs de citoyens et d'hommes. Finalement, partir ou ne pas partir, en août 14, c'est une question qui ne se pose pas. D'autant plus qu'on l'a vu, la mobilisation des mobilisés par la loi s'est accompagnée de l'automobilisation du reste de la population. Dès lors, la décision de partir ou de ne pas partir, d'obéir ou de ne pas obéir à l'injonction impérieuse de rejoindre son régiment peut difficilement relever de la volonté individuelle. Sauf exception, elle ne peut être le produit d'une délibération personnelle, rationnelle des individus. Et donc, pour moi, cela invalide en grande partie la thèse du consentement patriotique des gens ordinaires. Je vous remercie. Alors, merci pour votre conférence. Mais je vous en prie, Magali, c'était un plaisir. Vous avez précisé que les attitudes des hommes et des femmes diffèrent lors de l'entrée en guerre. Donc, elles n'ont pas le même rôle, quoi. Voilà. Donc moi, ma question était la suivante. Avez-vous des témoignages dans lesquels les femmes ont pris la plume sur cette question-là? Et si oui, de quelle façon et quel est leur point de vue, justement, plus précisément? Y en a-t-il un bien spécifique? Il faut que je vous dise que les femmes ont laissé partir les hommes à la guerre et n'ont pas fait grand-chose pour empêcher la mobilisation.
Il faut l'admettre. Et pour l'avenir, c'est pas réconfortant. Plus sérieusement. Plus sérieusement. Non, enfin c'est vrai, c'est sérieux ce que je viens de dire. Je le dis en riant, mais c'est triste en même temps. Il y a une nouvelle d'Andreas Latsko, qui est un Hongrois, qui a écrit une très belle nouvelle là-dessus, où il raconte comment un soldat qui revient, je crois, malade ou blessé de la guerre, il est dans un hôpital, et il délire un petit peu, et il s'en prend aux femmes d'une façon assez verte. Il dit, mais il n'y en a pas une qui s'est couchée devant les trains pour empêcher les trains de partir au front. Pas une! Ça fait pas beaucoup, de fait. Bon, c'est un Hongrois. Hein. Mais enfin, en France, je crois qu'on n'a pas d'exemple non plus. Bon. Alors, est-ce que les femmes réagissent différemment que les hommes? Alors, nous avons des témoignages de femmes, on n'en a pas assez. D'ailleurs, si vous en avez chez vous, je suis preneur. C'est-à-dire, je cherche des correspondances féminines. On en a peu parce que bon, les femmes écrivaient à leurs hommes qui étaient à l'avant. Les hommes gardaient un petit peu les lettres, mais il y a un moment donné, ils les perdent. Et donc, on a assez peu de correspondances féminines. On a quelques journaux de femmes également, mais ce sont essentiellement des journaux, disons, qui viennent de milieux sociaux assez élevés, très cultivés, très fortunés. Alors, c'est intéressant. On apprend des choses, on voit comment les bourgeoises se mobilisent également. Hein. Leurs maris sont officiers, vont faire leur travail d'officier, et les femmes bourgeoises ont du temps, ont de l'argent, ont des moyens, et donc elles ouvrent des hôpitaux, elles ouvrent des lits, elles accueillent des réfugiés, elles organisent des cours d'infirmières, enfin, etc., etc. Donc il y a une mobilisation également des femmes. Donc malgré le peu de sources que nous avons, je crois que la réponse est claire. Les femmes n'ont pas un comportement patriotique inférieur à celui des hommes. Oui, je vous remercie de cette conférence. Si on voulait ajouter un mot de droit, il est clair que qui ne dit mot, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, qui ne dit mot ne consent pas. Autrement dit, le fait de se soumettre ne veut pas dire en droit qu'on est d'accord. Mais ce serait une autre question. Dans ce climat assez unanimiste tel que vous l'avez décrit, hein, pour différentes raisons, quel a été quand même le poids dont a pu peser l'Église catholique et le sentiment religieux dans le fait qu'il s'agissait aussi, à travers la patrie, de défendre une civilisation? Bon, l'attitude de l'Église, c'est assez compliqué parce que y a des chrétiens des deux côtés et tous les prêtres, les pasteurs, les rabbins bénissent les troupes nationales, les popes de leur côté également. Enfin bref, tout le monde fait son travail. Dans le cas de la France, il y a un cas un petit peu singulier puisque l'État était un petit peu en froid avec l'Église avant la guerre. Mais la guerre, c'est une aubaine pour rabibocher un petit peu les uns avec les autres. Et de fait, on a beaucoup de prêtres qui vont être aux armées en tant qu'aumôniers, infirmiers. Et bon, là aussi, on a assez peu de déviants à dénoncer. Et au moment de la mobilisation elle-même, on a un certain nombre de témoignages où on voit que les prêtres jouent un petit peu le même rôle que les instituteurs, c'est-à-dire qu'ils encadrent la jeunesse, parce qu'ils les connaissent bien. Et les instituteurs font des petits discours, ils rappellent les devoirs de chacun, mais les prêtres aussi font ce travail-là. Voilà, donc on ne peut peut-être pas généraliser, mais en tout cas, globalement, les églises se rangent aux côtés, derrière leurs drapeaux nationaux, partout. Partout. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question ou vous vouliez que je dise autre chose sur la religion? Non. Il se trouve que j'ai dû travailler sur les mouvements pacifistes en France, en Angleterre, en Allemagne. Avant la guerre de 14, on observe qu'il y a des différences
et que les quelques pacifistes, notamment chez les catholiques et surtout chez les protestants, sont très vite balayés pour des tas de raisons, notamment en France pour les protestants, parce qu'ils sont déjà accusés d'être de la patrie de Luther, ou presque, et donc ils vont en rajouter une couche, même si profondément ils sont convaincus de l'inutilité de la guerre, ou du fait qu'ils sont moralement contre la guerre, ils vont se prendre le même train que les autres pour ne pas être accusés d'avoir dans le dos éventuellement poignardé ceux qui partaient au front. En Angleterre, c'est un peu différent, le pacifisme est beaucoup plus fort. Et en Allemagne, c'est clair que les églises catholiques et protestantes vont jouer tout à fait le jeu de l'État. Du Reich. Oui, du Reich, oui, tout à fait. Alors c'est la même situation pour les Juifs qui font montre d'un patriotisme exacerbé justement pour prouver qu'ils appartiennent bien à la nation. Enfin, on a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Oui, je crois qu'en 1914, l'armée britannique est une armée de métier. Ce sont des engagés volontaires, au moins au début de la guerre, d'après ce que j'en sais. Et donc, comment se réalise donc cette mobilisation, sentiment patriotique ou pas, l'engagement volontaire, c'est une démarche supplémentaire. Ensuite, c'était un peu envisagé. Côté allemand, d'après ce que j'en sais, les historiens en général disent que ça a été discuté, semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui est responsable du déclenchement de la guerre? Bon, c'est tout un ensemble de points entre les Allemands, les deux types d'alliances. Et puis, il y avait peut-être, puisque vous parliez des derniers événements, est-ce que l'assassinat de l'archiduc prince héritier, je crois, de l'Empire austro-hongrois, a joué un rôle, une émotion à cette époque-là, un effet de sidération sur les populations, mais enfin, il y avait certainement moins d'informations qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous posez 3 questions. La première sur les Britanniques. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on m'objecte toujours cet argument-là qu'effectivement, oui, vous ne croyez pas du tout au consentement patriotique, mais enfin, quand même, les Britanniques, jusqu'à fin 1915, ils ont mobilisé presque 2 500 000 hommes, uniquement des volontaires. Considérable. 2 500 000 hommes. Bon, alors voyons qui sont ces volontaires. Ces volontaires sont tout d'abord appartiennent aux classes moyennes et aux classes supérieures, pour l'essentiel. Les premières vagues de volontaires sortent de ces milieux qui sont en fait les milieux qui encadrent la société britannique à l'époque. Ce sont les gens qui ont fait les études dans les grandes écoles, les public schools, etc. Dans lesquels, d'ailleurs, il y a une formation, une pré-formation militaire. Il y a des conférences données par des officiers. On les prépare avant la guerre. On leur désigne d'ailleurs qui sera l'ennemi. En Angleterre, il n'y a aucune espèce de contestation là-dessus. On sait que c'est l'Allemand qui est l'ennemi. Parce qu'il est en train de prendre des parts de marché. Enfin, c'est des expressions qu'on trouve déjà à l'époque. Bon. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la Grande-Bretagne a développé, enfin l'État britannique, le gouvernement de l'époque, a développé une propagande absolument démentielle pour faire pression sur les hommes, sur les jeunes hommes, pour qu'ils s'engagent. D'abord pour la patrie, et deuxièmement, pour éviter qu'on ait à recourir à la conscription. Donc ça, c'est très pervers. Hein. Engagez-vous volontaire si vous voulez qu'on évite la conscription. En temps de guerre, c'est quand même un choix redoutable. Bon. Et de fait, on a été obligé quand même de recourir à la conscription à partir de la fin 15 et début 16. Donc on a effectivement trouvé 2 500 000 volontaires. En France, en tout, on a mobilisé plus de 8 millions d'hommes. La Grande-Bretagne de l'époque a à peu près la même population. Donc vous voyez quel est le potentiel mobilisable. Alors, c'est quand même considérable, 2 500 000 engagés volontaires. Mais quelles sont les motivations de ces hommes? Ce sont, pourquoi pas,
il y a des motivations d'ordre patriotique, notamment lorsqu'on voit que les troupes anglaises, le petit corps expéditionnaire subit des défaites, la défaite de Mons en 14, etc. On voit un afflux de volontaires, parce qu'on veut défendre les intérêts britanniques. Donc clairement, on trouve des motivations d'ordre patriotique, de défense nationale. Mais il y a bien d'autres ressorts qui expliquent ces engagements volontaires. Moi, j'en connais qui sortaient des public schools. Ils ont vu une façon de retarder leur entrée à l'université. Je vais m'engager volontaire pour retarder, en fait, en gros, pour prolonger mes vacances. Voilà une motivation. Bien sûr, ce n'est pas les 2 500 000 qui voulaient prendre des vacances. Je ne dis pas ça. Mais il y a d'autres motivations encore. Des motivations qui relèvent finalement d'un ressort social. S'engager volontaire. Il faut savoir qu'en Angleterre, dans toutes les villes, on a des régiments de réserve, des régiments de territorial. Et ces régiments, en temps de paix, fonctionnent en fait comme des clubs sociaux. On y fait du sport, on y rencontre des dames, on y fait des jeux. C'est comme un club de bridge où on retrouve des vieux camarades, etc. Et on appartient à ces clubs, ils sont fermés, socialement fermés. Ce sont les classes moyennes et les classes supérieures qui appartiennent à ces régiments. Et donc, ces régiments se font presque un devoir, cette couche de la population se fait un devoir non pas tant patriotique que social, parce que ça correspond à la réputation qu'ils ont à défendre, ils se font un devoir de s'engager. Donc il faut prendre un petit peu tous les éléments. Il n'y a pas qu'un facteur qui joue. Et puis d'ailleurs, les différents facteurs que j'ai énumérés, mais on pourrait en trouver d'autres. Il y a des gens, tout simplement, qui en ont marre de leur famille, qui s'engagent. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'hyper connu. C'est une motivation. N'oubliez pas qu'en 14, on ne sait pas ce qui va arriver. On pense que la guerre va durer quelques semaines. Les plus fous pensent qu'ils vont être rentrés pour septembre, pour la rentrée universitaire ou les vendanges. D'autres pensent que ça va durer peut-être jusqu'à Noël. Mais personne n'imagine que ça va durer 50 mois. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis, bon, il y a ceux aussi qui en ont marre de la routine quotidienne. Qui n'en a pas marre de temps en temps de la routine quotidienne? Alors ça peut paraître fou, mais nous, on connaît l'histoire du XXe siècle. Mais en 14, l'Europe est en paix, mais depuis 50, 60 ans. À part les guerres coloniales. Bon. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui fait les guerres coloniales. Et les gars qui ont fait la guerre coloniale vont servir de cadre, précisément, pour encadrer les jeunes qu'on va emmener en France sur les champs de bataille. Bon, qui est responsable? Alors là, on n'est pas sorti. Il y a plusieurs thèses. Pendant l'entre-deux-guerres, entre 18 et 1945, les Français étaient persuadés que c'était les Allemands. Les Allemands ont trouvé que c'était très exagéré. Mais il y avait eu une vraie guerre d'interprétation sur les causes et le déclenchement de la guerre. D'autres accusaient la Russie. Elle aurait mobilisé trop tôt. Mais en même temps, si elle avait mobilisé plus tard, on aurait perdu. Enfin bon, c'est compliqué de lui reprocher. En 1960, un Allemand, Fritz Fischer, a développé une thèse. Alors c'est bien, parce que c'est un Allemand. Et lui, alors, il a considéré que c'était vraiment l'Empire qui était responsable de la guerre, qu'il y avait eu en amont une planification. Tout ceci est archivé, enfin documenté, il n'y a aucun souci là-dessus. Effectivement, l'état-major allemand avait des plans grandioses, notamment d'élargissement à l'Est, déjà, de colonisation à l'Est, déjà. Des choses d'ailleurs que Ludendorff essaiera de faire à la fin de la guerre, à partir de 17-18.
Bon, cette thèse a bien arrangé les Français, ils étaient tout à fait d'accord. Ils le savaient d'ailleurs depuis longtemps que c'était la faute des Allemands. Donc qu'un Allemand le dise, ils ont tous applaudi, ça a été traduit en français tout de suite. Et jusque-là, on est resté coincé comme une bulle dans un niveau. Sur ce niveau-là, c'est la faute aux Allemands. Bon. Et puis en 2012, il y a un Australien qui vit en Angleterre, mais qui est marié à une Allemande. Enfin bref, non, c'est pas anodin. Lui, il a dit que finalement, c'était la faute des Serbes. Et donc, il a eu un très grand succès en Allemagne. Là, pour le coup, il a fait le coup de Fischer, mais à l'envers. Il a vendu des milliers de bouquins en Allemagne. Il doit être le héros de la municipalité où vit sa femme. Enfin bref, c'est la faute des Serbes, qui étaient des nationalistes complètement radicaux, radicalisés, de dangereux terroristes. C'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Ils ont quand même assassiné l'archiduc. Franchement, le jour de l'assassinat, il y a eu 2 attentats. Hein. Une première fois, ils l'ont raté. L'archiduc, au lieu de se barrer, il continue sa visite. Comment ? Bon. Ah, nous avons un défenseur de la cause serbe. Super. Bon. Comment ? Non. Non, mais en fait, à vrai dire, que ce soit les Allemands, que ce soit les Russes, que ce soit les Français, que ce soit les Serbes, bon, clairement, il y a une étincelle, mais il y a un gros baril de poudre avant, d'accord ? Alors que l'assassinat, on le prenne pour l'étincelle, je veux bien. Moi, il me semble qu'il y a une autre explication. Bah, écoutez, bon, vous m'envoyez un mail et on va réécrire le bouquin de Christopher Clark. Donc on va... Moi, je suis l'ancien étudiant de John Rawls, qui est peut-être le plus grand historien anglais sur cette question. Et voilà, donc je le cite, si vous voulez. John Horn ? John Rawls. C'est le plus grand historien de la Première Guerre mondiale de l'Allemagne et de l'Angleterre. Il est à la retraite maintenant. Mais vous avez entendu parler de lui, je suppose, non ? C'est peut-être ma prononciation. Vous l'écrivez comment ? Bon, peu importe. Oui. Non, ce que je veux dire, à mon sens, ce qui est responsable de la guerre, bien sûr, il y a un moment donné, quelqu'un a envahi l'autre, quelqu'un a fait des atrocités, quelqu'un a assassiné un archiduc, etc. OK. Il n'en reste pas moins que je crois que le principal responsable, c'est la conception des relations internationales de l'époque. Ce qui est assez pénible à considérer, c'est que cette conception des relations internationales, elle a très peu évolué aujourd'hui, et que c'est une conception qui est très partagée. Et donc en 1914, moi j'avais écrit à un moment un chapitre dans un bouquin qui n'a eu aucun écho d'ailleurs, ça s'appelait « Histoire européenne de l'Europe ». C'est dommage parce que je pense que c'était une idée à creuser. Je pense que la responsabilité est partagée, clairement, parce que tous les États, tous les chefs d'état-major, tous les états-majors, tous les gouvernements, tous les présidents, toutes les têtes couronnées partageaient la même idée. Qu'est-ce que c'est qu'un grand État ? C'est un État qui est capable de bouffer un morceau de son voisin. Voilà. Et tant qu'on reste sur cette idée-là, cette conception-là des relations internationales, à mon sens, eh bien, on s'en prépare d'autres. Voilà. Donc, ces débats, c'est pour ça que je plaisante un petit peu avec ça, ces débats, je pense, ne sont pas si importants que ça, et en fait, ça cache le vrai problème. Ça cache le vrai problème sur lequel il faudrait enfin travailler. C'est mettre au point une conception des relations internationales qui soit un peu plus saine. Voilà. Bon. Il y avait une troisième question, mais je ne l'ai pas notée bêtement. Vous pouvez me répéter ? S'il vous plaît. Attendez. L'effet de sidération qu'aurait pu représenter, mais point d'interrogation. Qu'aurait pu représenter ?
Franchement, là aussi, je vais répondre par une boutade, mais ça vous fera vite comprendre. Ce sera un raccourci. Je pense que ma boulangère, elle s'en est foutue complètement. Voilà. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Au-delà du début de cette guerre, j'aimerais qu'on revienne à l'objectif premier de votre discours, c'est l'état d'esprit de ceux qui partaient. Moi, mon père est parti il y a un siècle. Moi, je suis parti il y a 60 ans en Algérie. Je voudrais d'abord qu'on sache bien que les jeunes d'aujourd'hui à 20 ans sont impliqués d'une manière politique beaucoup plus profonde que nos parents d'il y a un siècle ou même 60 ans. Il y a eu 68, il y a les médias qui sont très différents. Alors, que ce soit mon père ou moi, nous ne sommes pas partis la fleur au fusil, mais nous sommes partis simplement par obéissance aux lois de la République. Alors, vous parlez d'esprit patriotique, moi je crois que c'est presque du second ordre. Nous sommes partis pour respecter la République. Donc ce n'était pas une question. Donc je ne réponds pas. Simplement, bon, oui, je suis d'accord avec vous, pour la guerre d'Algérie également. Encore que pour la guerre d'Algérie, il y a eu des cas de femmes qui se sont placées devant les trains. Bon, ceci dit, les trains sont partis quand même. Oui, absolument, absolument. Non, c'est vrai, ça n'a pas été aussi simple. Mais il y a aussi que pour la mobilisation pour l'Algérie, on disait que c'était pas la guerre, on disait que c'était simplement pour le maintien de l'ordre, enfin, etc. Il y a eu tout un habillage rhétorique aussi qui a fait que c'est pas facile de se mobiliser contre la guerre quand on nous dit que c'est pas la guerre, quoi. Non, mais c'est important le choix des mots. Hein. Voilà. Il y avait un parti, le PC, même tardivement, qui fait obstacle. Il n'y avait pas unanimité nationale. Il n'y avait même pas unanimité dans le PC. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. Oui, je vous vois. Après avoir entendu votre description très implacable et très objective, après se rappeler l'expérience de Stanley Milgram, qui est très connue, sur la soumission à l'autorité, après avoir simplement rappelé ce qu'on appelle les narratives, les storytelling, l'action des communicants qui emploient des éléments de langage, comment peut-on douter que les choses ne continuent pas à se passer comme elles se sont passées au début du XXe siècle, parce que malheureusement, la nature humaine, le corps social, les rapports entre les dirigeants et puis le corps de l'immense majorité de la population, comment voulez-vous que ça se passe autrement? Et juste pour rebondir sur les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure, comment ne pas oublier que les causes fondamentales des frictions et des éventuelles guerres restent toujours sur des causes simples. La main sur les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, les matières premières, d'une part. Le fait d'empêcher que certains États dans le monde contestent le rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale. Simplement, ces éléments-là, qui sont perdus de vue à l'évidence, parce qu'on veut nous les faire perdre de vue, comment voulez-vous de ces choses-là, comme au début du XXe siècle, les grandes conquêtes coloniales entre les différents empires, parce que les empires à l'époque étaient essentiellement européens, comment la guerre sociale, parce que les lois sociales qui commençaient à la fin du XXe siècle, du XIXe, dans les années 1880, ça commençait à chauffer sérieusement les oreilles de nos dirigeants. Comment voulez-vous que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets à un siècle et demi d'intervalle? Bon, c'est
C'est pas non plus une question, mais je vais quand même rajouter un petit mot là-dessus, parce qu'en fait, c'est un commentaire. Enfin, souvent, on me pose la question sous cette forme-là. On me dit, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si il y avait une mobilisation générale de ce type-là? Voilà. À chaque fois. D'ailleurs, si on me la pose pas, je la pose, parce que je veux quand même pouvoir dire mon mot là-dessus. Alors, les avis sont très partagés là-dessus. Un certain nombre de personnes, je ne sais pas vous, on pourrait faire un petit sondage, un petit vote, qui pensent qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait assez bien d'un certain point de vue. C'est-à-dire que la mobilisation serait un succès. Bon, allez, on ne fait pas le vote, mais... ou alors un bulletin secret, si vous voulez. Si j'en connais quelques-uns ici, ça serait peut-être embêtant. Mais... non, j'ai un avis là-dessus assez pessimiste. Je tends à penser aussi que quand une émotion, un choc émotionnel traverse l'ensemble d'une communauté, une société, je pense que tout peut arriver. Et franchement, ce qui s'est passé au mois de janvier en France m'a beaucoup fait réfléchir encore à cette question-là. Bon, bien sûr, tout le peuple français n'était pas dans la rue au mois de janvier, mais tout de même, il y avait beaucoup de monde. Et je pense que si on avait eu un gouvernement qui avait un petit peu perdu les pédales et s'il avait ouvert des sortes de stands d'engagement volontaire sur la place de la République, le fameux dimanche de la Grande Manif, je parierais bien qu'on aurait recruté au moins quelques centaines de gaillards prêts à en découdre, parce que, voilà... Alors en même temps, il y a quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce que disait monsieur. C'est vrai que d'un certain point de vue, la jeunesse aujourd'hui est sans doute plus nationalisée qu'elle pouvait l'être en 14, parce que, voilà, l'école, etc. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe, en tout cas, je connais peut-être pas la bonne jeunesse, mais la jeunesse que j'ai autour de moi est très déconnectée de l'information, en tout cas de l'information quotidienne. Ils sont tout le temps sur leur téléphone, là, leur smartphone, voilà. Mais pour autant, ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans le monde. Ils ne sont pas du tout accros à France Info, par exemple. Moi, en voiture, j'allume France Info. Enfin, c'est un réflexe. Et depuis que je suis tout petit, quoi. C'est comme ça. Mais les enfants, pas du tout. Enfin, les enfants, c'est des grands enfants. Hein. Ils ont entre 20 et 30 ans. Mais pas du tout. Bon, ils ont appris qu'il y avait eu un attentat à Paris. Hein, mais non, oui, ça vous paraît gros, mais franchement... je crois qu'il y a beaucoup de gens, ils sont surinformés de bêtises à travers ces petits appareils-là, mais ils n'ont aucune place, comme disait l'autre, là, de cerveau disponible pour l'information qui pourrait de temps en temps les concerner plus ou moins directement. Hein. Demandez-leur combien il y a de chômeurs en France, ils ne savent pas. Hein. Pourtant, ils sont bientôt sur le marché de l'emploi, quoi. Voilà. Je vois que les dames gardent les questions pour la fin. Donc, c'est toujours comme ça, d'ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même des différences d'attitude. Elles laissent d'abord les mâles faire le... Monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir et merci. Moi, je vais revenir à nos futurs poilus de 14. Et j'ai une question. C'est, bon, il y a 2,5 millions de recrues en 2 semaines ou quelques semaines. Qui était-il déjà allé à l'armée? Avaient-ils déjà passé leur conseil de révision? Enfin, des détails un peu sur un peu ces gens-là qui... 2,5 millions, c'est beaucoup, mais quel âge avaient-ils? Ils n'avaient pas tous 18 ans, comme quand nous sommes partis nous-mêmes, etc. Voilà. En gros, un peu nous les présenter, oui, alors s'il vous plaît. Donc ça, on parle des premiers qui s'en vont, hein, des premiers qui partent. Ce sont à la fois les troupes d'actives,
qui sont donc en train de faire leur service militaire. Vous savez que le service militaire est passé à 3 ans il y a quelques mois seulement. Et donc ceux qui sont en train de faire leur 3e année, eh bien, ils vont en prendre encore pour 50 mois supplémentaires, et même souvent plus, parce que souvent, il y en a qui vont être démobilisés en 19 seulement, le temps que le traité de paix soit signé. Donc, c'est les soldats d'actifs, ce sont des jeunes gens de 20 ans. Ensuite, pour l'essentiel, ce sont des réservistes. Ce sont des réservistes qui ont fait leur service militaire. Donc ce sont des gens qui ont entre 22 jusqu'à 35, 38 ans même. Alors ils partent de façon échelonnée, mais les premiers qui partent, c'est cette vague-là, c'est entre 20 ans et 30, 35 ans. Hein, bon, on le voit sur les monuments aux morts, hein, d'ailleurs. Quand on voit les âges à côté des noms, c'est impressionnant quand même. Voilà. Donc les premiers qui partent, oui, ces premières vagues, ce sont des gens qui, soit ils font leur service militaire, soit qui sont des réservistes. Après, il y a aussi des engagés volontaires en France, si on prend le cas des Français. Et c'est intéressant d'ailleurs d'établir une statistique des engagements volontaires français. On a parlé tout à l'heure des engagés volontaires britanniques, donc ils se sont engagés pour différentes raisons. En France aussi. Alors il y a 2 moments, je dirais, ou en tout cas un premier moment très intense de la déclaration de guerre, où là, on a effectivement affaire à un engagement volontaire de type défense nationale, patrie en danger, patriotisme. Bon. D'ailleurs, on le voit parce que les jeunes gens qui s'engagent, ce sont des gens qui avaient été jugés inaptes au service armé, et donc ils font la demande. C'est des gens qui étaient malades, comme Barbus, par exemple, qui avait été reconnu inapte parce qu'il avait des problèmes respiratoires, etc., eh bien, il va s'engager, il a 35 ou 38 ans, il y en a d'autres comme ça qui vont s'engager. Ce qui est intéressant, c'est qu'en août, disons jusqu'au début 15, les engagés volontaires français s'engagent dans l'infanterie en très grande majorité. L'infanterie qui est la reine des batailles, comme on sait à l'époque, mais c'est aussi l'arme du contact. Donc on veut vraiment en découdre. Les aristocrates, eux, s'engagent dans la cavalerie. C'est quand même beaucoup plus distingué. Souvent, ils apportent leur cheval. Enfin, ils l'amènent. Ils amènent leur cheval aussi, qui est immédiatement réquisitionné, etc. Bon, mais l'essentiel des engagés volontaires au début de la guerre, ce sont des fantassins. On s'engage dans l'infanterie. C'est l'arme du contact. C'est là aussi où il va y avoir le plus de morts. Mais ce qui est intéressant à suivre la courbe des engagés volontaires, et là aussi, ça va nous parler et du patriotisme et du fameux consentement, c'est qu'à partir de 1915-1916, il y a toujours des engagés volontaires. Mais la nature de l'engagement se transforme. Parce qu'à partir de 15-16, la majorité des engagés volontaires s'engagent dans l'artillerie légère. C'est-à-dire qu'ils prennent un petit peu de recul par rapport à la première ligne. Ils font bien. Il suffit de voir le rapport des pertes à l'arme. Et en 1917, eh bien, on délaisse toujours l'infanterie, mais aussi l'artillerie légère. On s'engage dans l'artillerie lourde. Parce que cette fois, on met une bonne distance vis-à-vis de la première ligne. Hein. On tire de 5, 6, 8, 10, 12 kilomètres de la ligne de front. C'est quand même plus confortable. On peut dormir la nuit. Il y a moins de bruit, sauf quand on tire. Mais on ne tire pas toujours. Donc on choisit l'artillerie lourde. Et alors ce qui est fantastique, moi j'avais fait cette étude pour le bureau de recrutement de Nîmes, dans le Gard. À Nîmes, figurez-vous qu'en 1918, il y a une explosion des vocations maritimes. Tout le monde veut être marin, le plus loin possible de la tranchée. Et ce ne sont plus des vieux qui s'engagent.
ce sont des très jeunes. Et alors, ici, c'est aussi intéressant parce que dans les documents de l'époque, qui sont conservés dans les archives, nous avons un document qui est instructif sur la langue française, l'usage du mot consentement. Pour s'engager avant l'âge de la majorité, il faut que le jeune obtienne le consentement de son père et de sa mère. Le consentement. Donc, le mot consentement, même à l'époque, s'emploie bien au sens où on l'entend aujourd'hui. On peut dire oui, on peut dire non, c'est un choix après délibération. Eh bien, les familles ne sont pas bêtes. Elles voient qui ne revient pas de la guerre. On voit bien que dans l'infanterie, on meurt beaucoup, qu'on meurt un peu moins dans l'artillerie légère, encore moins dans la lourde, et beaucoup, beaucoup moins dans la marine. Quasiment pas. Et donc les familles les plus futées, les plus informées aussi, c'est pour ça que moi je dis aux jeunes, il faut qu'ils soient informés aussi. C'est important, des fois il y a de bonnes informations. Il y a des familles qui prennent conscience de ce fait et elles vont sauver leurs enfants en leur faisant devancer l'appel. Parce que quand on devance l'appel, on choisit son arme. Donc on choisit quasiment sa survie. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Bon, je ne sais pas, j'ai répondu à votre question, plus ou moins. Oui, bon. Oui, d'accord. La marine, malgré les Dardanelles quand même, en 1915. Et oui, mais ils sont très peu morts sur les bateaux quand même. Hein. Il y a eu des pertes effroyables quand même. Oui, mais pourquoi ils sont morts? Ils ne sont pas morts de combat maritime. Bon, les navires ont sur des mines quand même. Oui, bah ça c'est très limité. Ils sont essentiellement morts au débarquement, d'accord? Et ils sont morts surtout du choléra. Bon, c'est pas mieux, bien sûr, hein? Mais c'est pas. Je veux dire, les marins, regardez les chiffres de pertes, c'est infime par rapport à l'infanterie. Ah oui, d'ailleurs, cherchez sur les monuments aux morts des marins qui sont morts. Vous avez raison pour l'infanterie, c'est sûr. Sinon, la mobilisation de 14 que vous avez décrite est bien décrite, je trouve, par Roger Martin Dugard dans ce grand roman Les Thibauts, où on voit les deux frères Antoine et Jacques se séparant sur le quai de la gare. Et comme vous le dites, l'individu est happé par le collectif, c'est vrai. Vous développez une thèse intéressante sur le mimétisme social, en fait. On part à la guerre parce que les voisins partent, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai, c'est une thèse intéressante. Cela dit, il y a quand même plusieurs facteurs qui jouent, y compris le patriotisme. Qui sont ces soldats qui partent? Ils ont été enfants, ils ont été à l'école primaire, ils ont étudié dans ce petit manuel le Tour de France par deux enfants de Bruno, qui est un ouvrage extrêmement patriotique et même anti-allemand, puisque le début de l'ouvrage commence avec la perte de l'Alsace, devenue allemande, avec ce charpentier qui travaille dur pour faire des économies, pour partir en France avec ses enfants, qui meurt. Son dernier mot, c'est France. Tous ces jeunes ont travaillé, ils ont fait des dictées, ils ont appris ça. Et c'est vraiment une idée patriotique qui a été inculquée à des milliers de jeunes devenus soldats ensuite en 1914. Ils sont donc quand même conditionnés par un certain état d'esprit. Et c'est quand même une cause essentielle, je trouve aussi, en plus d'autres causes, effectivement. Alors, je n'ai pas évoqué effectivement le conditionnement par l'école, mais on peut ajouter le conditionnement par le service militaire, la conscription qui existe en France depuis plus d'un siècle. Bien entendu, tout ceci est vrai. Maintenant, notamment s'agissant de l'école, on sait que notamment les filles sont beaucoup moins scolarisées, beaucoup moins alphabétisées que les garçons. On le voit dans les correspondances, elles sont beaucoup moins bien écrites que celles des hommes. Moi, je me demande si on ne surestime pas un petit peu ce facteur, je dirais, d'endoctrinement culturel. Est-ce que, je veux dire, aujourd'hui,
on pourrait dire qu'on se souvient aussi, alors à l'époque on se souvenait sans doute à l'école, bien sûr, on le sait, à travers les manuels, etc. Le Lavis, j'en passe, hein, Sois patriote, etc. Enfin, le cours de Lavis, c'est terrible de ce point de vue-là, très, très fort. Mais franchement, est-ce qu'on peut considérer que cet endoctrinement est un facteur essentiel qui explique la mobilisation, le départ des hommes à la guerre? En fait, le fait qu'une société ne sait pas comment empêcher une guerre. Parce que quand on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a à aucun moment, en tout cas, moi ça fait des mois et des années que je cherche, je n'ai pas trouvé une société à une période donnée qui ait réussi à empêcher une guerre. Et ce, je dirais, jusqu'à nos jours. Souvenez-vous de 2003, l'attaque de l'Irak. Tout le monde disait que c'était une bêtise, c'était une folie, que c'était un mensonge d'État, etc. Il y a eu des manifestations monstres dans les pays qui sont entrés en guerre. Et après, la guerre, elle a eu lieu. Donc, l'endoctrinement, bon, très certainement, c'est un des facteurs. Et de toute façon, je ne propose pas de remplacer cette thèse qui repose sur un seul élément, le patriotisme, par une thèse inverse qui évacuerait complètement cette dimension-là. Au contraire, je pense que tout le monde est attaché, mais comme nous tous, aujourd'hui aussi, même s'il y en a qui s'en défendraient, peut-être, tout le monde est attaché plus ou moins, avec des intensités différentes, mais parce qu'on a des histoires différentes tout simplement, tout le monde est attaché à son sol, à son territoire, à sa nation, à sa culture, à sa langue, à sa famille, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne surestime pas un petit peu l'impact d'un livre comme Bruno? Je ne sais pas. Aujourd'hui, tout le monde a lu Harry Potter et a vu le Seigneur... Non, mais... Et le Seigneur des Anneaux. Mais est-ce que pour autant, vous pensez que ça imprime quelque chose sur la carte mentale des jeunes gens? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse là-dessus. C'est très difficile à mesurer en plus. Hein. Vous voulez rebondir? Allez-y, rebondissez. En tout cas, force est de constater que ceux qui s'opposent à la guerre, à ce patriotisme ambiant, ne sont pas du tout entendus. Je crois que c'est Romain Roland qui a écrit cet ouvrage. Oui, il est obligé. Oui, il est obligé d'ailleurs de partir en Suisse. C'est pas du tout audible en France. Voilà. Mais est-ce que c'est pas audible en France parce que les jeunes sont allés à l'école primaire, ou est-ce que c'est pas audible tout simplement parce qu'on a un arsenal répressif, un appareil d'État qui est au point? Voilà, on a un encadrement de la population qui ne peut pas laisser passer une opinion déviante, notamment au début de la guerre. C'est pour ça que Romain Roland part en Suisse. Mais c'est la même chose en Allemagne. C'est un petit peu moins vrai en Angleterre, où quelqu'un comme Russell, par exemple, dont on a publié récemment les écrits pacifistes de guerre, du temps de guerre. Russell, c'était un professeur d'université en 1914. Eh bien, il a mis en jeu sa carrière, il a mis en jeu son poste, il a mis en jeu aussi sa santé pour défendre les objecteurs de conscience. Il y avait des objecteurs de conscience en Angleterre. Pas grands, pas très nombreux, mais il y en avait quand même. Il y avait des conférences pacifistes, anti-guerre. Il faut lire ces textes de Russell, ils sont d'une force terrible. Il y a un moment donné, il écrit une lettre ouverte au gouvernement anglais, il dit « J'ai trouvé la solution pour arrêter la guerre et faire des économies. On rassemble tous les jeunes des sociétés belligérantes. On les divise en 3 tiers. Le premier tiers, on l'extermine tout de suite. Bah, comme ça, c'est fait. Hein. De toute façon, c'est le résultat auquel on a abouti. Enfin, c'est ce qu'il dit. Puis il a raison. Deuxième tiers, qu'est-ce qu'on en fait?
eh bien, on les place sous un bombardement effroyable. Donc, il y en a qui vont être pulvérisés, d'autres vont devenir fous, d'autres vont perdre un bras, une jambe, etc. Bon, on fait ça en une journée, vite fait, bien fait, terminé. Et puis le reste, eh bien, ma foi, il retourne à ses occupations. Et donc, voilà, si on se débrouille bien, si on s'entend, on fait ça correctement, ben, ça peut se régler en 2-3 jours. Vous vous rendez compte, l'économie en temps, en énergie, les destructions qu'on pourrait éviter. Voilà le texte que Bertrand Russell publie dans la presse britannique, je crois que c'est vers 1915. Bon, il finit en prison. Hein. Ben, il y a des limites aussi, quand même, hein. Il y a des limites à l'humour anglais. Voilà. Mais je trouve que c'est une bonne idée, quand même, en même temps. Enfin, bon, ça dépend si on veut économiser ou pas. Ah, madame. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez preneur de documents, absolument, de témoignages. Je confirme. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous souhaitez et sous quelle forme vous souhaitez qu'on vous les communique, si on en a? Alors, ce que je suis à la recherche de correspondance. Alors, quand je dis correspondance, je ne veux pas dire une lettre sortie d'une liasse. Oui. Ce que je recherche vraiment, c'est une liasse ou une petite boîte en fer où il y a une correspondance, mettons, assez suivie entre un homme et une femme, mais écrite par une femme. Et... bon, avec des dates assez régulières, assez proches les unes des autres, pour qu'on puisse appréhender, si vous voulez, ce qui se passe dans la famille, quelles sont les modifications, qui part, qui reste, qui meurt, etc., etc. Maintenant, il y a aussi d'autres types de documents qu'on appelle des carnets ou des journaux intimes, comme on dirait aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui traînent. Hein. Chez vous, cherchez, il y en a partout. Voilà. Donc c'est ce genre de document-là que je cherche. Et l'idéal, ça serait que... Je suis difficile, hein, mais en même temps, on me tend la perche. Donc l'idéal pour moi, ça serait d'avoir une correspondance émanant d'un milieu assez modeste. Ce que j'appelle les gens ordinaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire qui n'ont aucun pouvoir sur eux-mêmes et ni sur les autres. Voilà. Oui, voilà, dans la durée. Oui, c'est plus difficile, j'entends bien, parce que il faut que la famille ait conservé le document. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, ça indique quelque chose quand même sur justement le différentiel homme-femme. La sauvegarde de ce type de document, ça passe souvent par les femmes de la famille. Et après, des fois, ça passe au gendre. Mais ensuite, c'est à nouveau la fille, etc., etc. Et ça dit quelque chose aussi de ce qu'on est, quoi, les uns et les autres. Hein. Bon. Guillaume, je t'en prie. Je fais la question de la fin, je vais compléter Magali comme ça. Concernant... là, on a parlé des citoyens, mais est-ce que vous pourriez parler des gens qui ne sont pas citoyens? Il me vouvoie maintenant, c'est incroyable. C'est-à-dire les prisonniers et les gens des colonies, qui pourtant vont être engagés massivement dans la guerre aussi. Tu veux que je te dise quoi? Sur ce consentement... le consentement des prisonniers? Des prisonniers et des colonisés, je veux dire. Sur le consentement des prisonniers, j'adore parce que Annette Becker, qui est la fille de Jean-Jacques, je vous présente un peu la famille, hein, les grands historiens de Péronne. Annette a prétendu que les prisonniers souffraient de ne plus être dans la tranchée, de ne plus être à la guerre. C'est vrai, c'est dur. C'est dur parce qu'eux vont s'en sortir, ils vont revenir, ils vont faire des enfants, ils vont reprendre leur métier, leurs études. Alors que ceux qui sont dans les tranchées, la plupart vont mourir. Je comprends que ça soit un sort assez enviable. Et alors, elle se base sur un témoignage tout de même. Étonnant témoignage, celui du capitaine Charles de Gaulle. C'est un témoignage évidemment très basique, très ordinaire. Capitaine de Gaulle, personne ne connaît et ne connaîtra jamais. Et effectivement, de Gaulle, on a des lettres où il se plaint à sa maman.
oui, pendant que je suis prisonnier, les autres, ils prennent du galon. Et moi. Heureusement qu'il y a eu la deuxième quand même. Bon, et les coloniaux. Les coloniaux, écoutez... Bon, là, ça a été un peu partagé. Alors, je ne dis pas que c'est partagé entre consentement et refus. Non, ça a été partagé, je dirais, dans l'attitude de refus et de résistance ou d'obéissance plus ou moins matinée de refus, en ce sens que dans certaines régions d'Afrique, par exemple, l'enrôlement s'est très mal passé. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts, il y a eu de la répression. D'autres régions où ça s'est un peu mieux passé, parce qu'on a bien arrosé les chefs de village et que, oui, hein, ça se passe comme ça. Hein, voilà. Et bon, donc, est-ce que les coloniaux ont consenti à venir défendre la République, enfin l'Empire à l'époque? Bon, vous voyez bien que c'est compliqué quand même. Utiliser le mot consentement dans ces conditions, c'est assez compliqué quand même. Je crois que ce n'est pas le bon mot. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière question ou pas. Alors, donc, j'ai encore un petit mot là-dessus parce que... C'est par là-bas. Pardon? C'est par là-bas pour le temps. Oui, à propos du terme consentement. Il y a un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi ces historiens tiennent-ils tant à utiliser ce terme de consentement? C'est intéressant quand même en soi, parce qu'on pourrait très bien utiliser obéissance, soumission, résignation, attentisme, passivité, je ne sais pas. Pourquoi consentement? Je crois qu'on a un problème avec ce terme en France, le terme de consentement. On a un problème. On parlait d'endoctrinement. Je pense que nous-mêmes, nous sommes un petit peu endoctrinés. Nous sommes un peu gavés de mystique républicaine. Et le consentement est inséparable de notre mystique républicaine. Alors, je ne prétends pas qu'une république comme la nôtre n'ait pas besoin de mythes. Peut-être qu'on en a besoin, et peut-être qu'en tant que citoyen lambda, je peux être d'accord avec ça. Un pays pour tenir, une nation pour tenir, a besoin de mythes. Pour autant, en tant que chercheur, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas « c'est un mythe ». Et que les historiens, il me semble que leur devoir, à un moment donné, c'est de séparer un petit peu leur moi social et leur moi scientifique. Et on ne peut pas parler pour 14-18 de consentement, sauf pour quelques fractions de la population. Et dans une petite interview, vous n'avez sans doute pas vu, parce que moi non plus je ne lis pas ce genre de journal, mais enfin peu importe, j'ai parlé d'imposture historiographique. Et c'est vraiment de l'imposture historiographique que de prétendre que les gens ont consenti. C'est un mensonge. Et c'est vraiment scandaleux que ce mensonge ait une telle place à la fois à l'université, mais aussi dans les médias, et aussi à la mission centenaire, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc il faut aussi interroger ce terme. Bon, j'arrête là parce qu'il faut qu'on aille manger. Merci beaucoup Frédéric Rousseau. Je vous en prie. Merci Magali Charret.